Immobilier, haute technologie. Ça n'est pas l'assemblage qui nous vient naturellement à l'esprit, mais c'est pourtant le cas dans l'histoire que nous allons vous présenter aujourd'hui. Marc-André Bovet est en quelque sorte un entrepreneur en série. Il a eu plusieurs cordes à son arc avant de fonder, il y a une dizaine d'années à Laval, Bone Structure, qu'il préside encore aujourd'hui et dont il va nous décrire le parcours dans un instant à Télécorrex. Alors bonjour Marc-André Bovet et bienvenue à cette nouvelle édition de Télécorrex. Et on a parlé, moi, je vous ai présenté comme étant dirigeant de Bone Structure. Alors la première question inévitable, Bone, est-ce que c'est comme dans os? Exactement. Quand on a parti le projet il y a 10 ans, on a regardé et on a compris que la structure optimisée idéale qui a été développée, c'est le corps humain. On est 7 milliards d'habitants à se promener exactement avec la même structure. On a tous, mâles, femelles, 206 os. Et on est habillés avec des couleurs différentes. Certains ont beaucoup plus d'isolation que d'autres. Mais somme toute, nonobstant nos cultures, on a tous la même structure. Et vous êtes inspiré de ce principe pour développer le concept de Bone Structure en habitation? En fait, c'était une des prémices où ça nous a guidés aussi à développer une technologie qui permet à des gens, nonobstant leurs moyens, nonobstant leurs capacités, nonobstant s'ils savent lire, écrire, parler, mesurer, d'assembler un bâtiment qui va être éco-responsable. C'est-à-dire? C'est-à-dire que sans faire de déchets, qui va vraiment durer 100, 200, 300 ans. C'est un peu bizarre quand on regarde l'espèce humaine, comment est-ce que tous les produits de consommation aujourd'hui nous en donnent beaucoup plus pour notre argent, alors que le produit qui nous coûte le plus cher dans notre vie, qui est notre maison, souvent qu'on hypothèque pendant 25 ans, est un produit qui n'a pas de durabilité, qui ne garantit pas une qualité de vie au niveau de la santé de ses habitants et qui ne donne pas aussi la flexibilité d'adapter le bâtiment en fonction des futures générations. Alors nous, ce sont des choses qu'on s'est données. Il fallait permettre à des gens d'assembler des bâtiments, que ce soit à Haïti ou en Arabie saoudite. Ensuite, être en mesure de le vêtir, ce bâtiment-là, en fonction de leur culture, de leurs ressources naturelles, de leurs habitudes de vie, que ce soit bois, béton, feuilles de vigne ou peu importe. Mais en même temps, donner une qualité d'air, une qualité de vie aux gens et une flexibilité. Donc, on a 0 mur porteur dans nos bâtiments. Donc, vous pouvez, quand vos enfants vous quittent à 28 ans, enlever les murs. Quand ils reviennent à l'âge de 32, remettre les murs, mais rajouter, parce que vous allez en avoir de besoin, rajouter des portes et des fenêtres avec votre beau-frère qui sait tout, un samedi matin avec beaucoup d'aisance. Et tout ça bien isolé, là, parce qu'à l'époque, on disait des maisons préfabriquées, des habitations préfabriquées, que ça se faisait vite, mais il y avait toujours des défauts de structure à quelque part. Par exemple, au niveau de l'air ambiant, de l'isolation de ce côté-là, chez vous, vous avez réglé le problème aussi. Bien, tout d'abord, juste dans la lexicologie, clarifions les choses. Nous ne sommes pas une technologie de maison dite préfabriquée ou usinée. On est beaucoup plus une technologie d'ingénierie. On est beaucoup plus similaire au fuselage d'un avion ou à une structure de voiture. C'est les mêmes mécaniques, c'est les mêmes techniques de production qu'on utilise. Ce sont des robots, c'est de la découpe au laser. Donc, ce n'est pas utiliser encore les matériaux usuels. On utilise de l'acier et on a des technologies. Mais je reviens à l'isolation. On dépasse toutes les normes, qu'elles soient nord-américaines, européennes, et c'est ce qui nous permet d'offrir une maison qui va économiser jusqu'à 90 % des coûts d'énergie en chauffage et climatisation. Il faut savoir que présentement, à l'échelle mondiale, tous les pays sont à la recherche de façons de maximiser, d'optimiser les ressources naturelles en énergie. C'est un gros dilemme. 47 % de l'énergie mondiale est gaspillée en chauffage et en climatisation non optimisée dans les bâtiments. Bon, alors, on va revenir au marché parce qu'on va y arriver de ce que vous êtes en train de développer. Mais j'aimerais vous entendre parler de votre propre parcours parce qu'il n'est quand même pas orthodoxe. Vous n'avez pas commencé dans ce type d'affaires tout de suite. Il y a eu quelques détours dans votre parcours d'entrepreneur. Pouvez-vous le résumer rapidement, s'il vous plaît? Bien, je pense que aujourd'hui, à l'âge de 27 ans, j'ai compris que mon dénominateur commun, c'était d'être opportuniste, dans le bon sens du mot, et d'être capable d'amener au marché
des opportunités. Alors, j'ai été élevé dans une famille entrepreneuriale dans l'industrie du vêtement, où encore là, j'ai appris le souci du détail, mais aussi que le gaspillage, ça n'existe pas. Tu ne peux pas couper du tissu et laisser à tout hasard et jeter du tissu. Tu n'es plus en affaire l'année d'après. Donc, vous avez commencé dans le vêtement. J'ai été élevé dans le vêtement, pour ne pas dire peut-être conçu en arrière d'un comptoir. Ouais. Et après? Et ensuite, j'ai eu une agence de mise en marché, publicité, marketing, relations publiques pendant plusieurs années, 8 ans de temps. Et j'ai eu un client à ce moment-là qui était Bombardier. Et ensuite, on a dû faire les choses d'une façon assez convenable pour que je sois interpellé à me joindre au management chez Bombardier. Ce que j'ai accepté de faire, parce que c'était pour moi une opportunité d'aller faire mon MBA de Ruelle, que j'appelle. Une très belle entreprise, 83 000 employés, 42 pays, différentes langues, différents produits. Alors, j'ai été m'amuser vraiment pendant déjà presque 7 ans chez Bombardier. Avant de lancer. Avant cette aventure. Qui est bonne structure, qui dure depuis... Bien, on est dans notre 10e année déjà. Alors, je trouve que vous avez dû commencer pas mal tôt pour avoir 27 ans aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, c'est les miracles de la vie. Voilà. Alors, parlons maintenant de vos marchés, parce qu'on y arrive, là. Le programme vise entre autres la question d'exportation dans le Nord-Est. Vous y êtes allé dans le Nord-Est, sauf que ça ne s'est pas toujours fait aussi facilement puis c'est le cas pour bien des affaires, là. Oui. On ne réussit pas nécessairement du premier coup. Comment ça s'est présenté chez vous? Bien, déjà, nous, dans notre plan de développement, il faut bien comprendre que toute notre technologie a été développée avec l'idée d'atteindre des marchés internationaux. Jamais on s'est dit qu'on était pour limiter la capacité de la créativité, de l'ingéniosité québécoise, parce que ce qu'on a développé, on l'a breveté dans 42 pays. Et déjà, à la journée 1, c'était cette intention-là, c'est de pouvoir créer quelque chose qu'on pourrait exporter. Donc, il y a 4 ans déjà, à travers notre plan stratégique, on s'est dit, tiens, on va aller se mouiller dans le corridor nord-est. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose à offrir. Il faut comprendre qu'il y a une question de timing. Le crash de 2008 a amené vraiment le marché immobilier à se rétracter aux États-Unis. Alors, on est allé voir, on est allé jouer un peu pour réaliser que finalement, le timing n'était pas bon. Alors, on s'est rétracté. Depuis, on a déjà, il y a 1 an et demi, on a ouvert en Californie parce que c'est un marché très porteur pour nous, parce que conditions sismiques, les gens sont fascinés par l'optimisation de l'énergie, il y a là-bas plus de voitures électriques qu'il y en a n'importe où ailleurs, etc., etc. Donc, un marché très naturel pour nous autres où on a une très, très belle réceptivité. Et là, on a recommencé à regarder le corridor nord-est. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui favorisent notre technologie. Étant donné que c'est une structure en acier, bien, les problèmes d'humidité que vous avez en Floride est un territoire privilégié pour les termites. Alors que nous, évidemment, bien, étant bons citoyens et ayant une mentalité d'éco-responsabilité, on offre un plan dentaire aux termites parce qu'ils ne pourront pas venir se nourrir chez nous. Alors, on a commencé vraiment à retravailler le corridor nord-est. Et vous l'avez descendu. Et là, on est en train de le descendre. Là, ce matin, on est en train de construire une maison au Vermont. On a un autre bâtiment qu'on est en train de se construire dans l'État de New York. Et tout ça sans faire vraiment de démarchage proprement dit. Moi, ce que je dirais aux gens qui nous écoutent, c'est que c'est important pour eux de se faire bien encadrer et d'être très, très réaliste par rapport... Réaliste dans quel sens? Réaliste dans le sens du coût à développer un marché. Il ne faut pas penser que tu rentres dans une nouvelle culture, qu'elle soit américaine, même si ce sont nos voisins, que tu peux arriver instantanément et aller chercher profit du jour au lendemain. Il faut avoir une patience. Il faut être capable de se dire, écoute, on va se donner 1 an et demi, 2 ans pour aller semer, bien placer nos pions et de bien se faire accompagner. Des entreprises comme Mercadex, Jean-Paul David et M. Guillaume Cariou sont des gens qui sont capables d'amener un accompagnement dans ça et préparer le terrain. Ça, c'est très, très, très important. Au même titre que quand vous avez votre potager, c'est important de bien planter au bon moment, de bien arroser, de permettre au soleil de nourrir tout ça. C'est important à l'exportation de bien comprendre les cultures, d'abord et avant tout. Deuxièmement, d'essayer de se trouver des partenaires locaux. Très important. Parce qu'on ne peut pas tout faire de but en blanc. Hein. Non seulement ça, mais c'est un petit peu comme, excusez l'expression, mais c'est l'inside job. Dès que des gens locaux adoptent votre produit ou, j'insiste à dire, votre service, parce que ce n'est pas toujours une exportation de produits, c'est une exportation de services aussi. Rappelons-nous que les Québécois, on est des gens très créatifs,
très imaginatif, sauf qu'on s'est toujours gardé en arrière de notre petite barrière, très sécure derrière notre paroisse, en ayant peur du succès, en ayant peur d'aborder vraiment d'autres marchés. Alors, il faut être très réaliste, très humble, bien se préparer, se faire bien accompagner. Les chambres de commerce aussi sont là. Nous, à la Chambre de commerce de Laval, dont je suis très impliqué, on essaye d'aider les entreprises à bien se préparer pour ne pas faire des strike one, strike two, strike three. Alors, il vaut mieux être patient, bien se préparer, faire ses devoirs, ses leçons, trouver des gens pour nous accompagner dans la pré-recherche. Une fois sur le marché, trouver des gens locaux qui sont prêts à travailler avec nous. Donc, pas juste leur vendre un produit et service, mais de les impliquer dans notre équipe de travail pour nous permettre de peut-être justement aller plus vite à ce moment-là parce qu'ils ont, comme on dit, de l'inside information. Et c'est la démarche que vous avez suivie? C'est la démarche qu'on a suivie et dans chacun des marchés. Actuellement, on est en pourparlers avec 19 pays qui sont venus nous voir. Les gens ont pris l'avion de la Nouvelle-Zélande, sont venus de l'Afrique, sont venus de l'Arabie saoudite. Tout ça, merci beaucoup à la technologie de l'Internet, qui est une vitrine extraordinaire pour se faire découvrir. Mais même là, avec toute notre ambition, on est tenté d'aller vite, mais on a mis le frein en se disant non, on va prendre notre processus tel qu'établi de validation des partenariats, parce qu'une fois que tu es marié, ça coûte cher de se divorcer. Beaucoup de gens savent de quoi on parle, c'est pas mon cas, je suis très bien marié, mais tout ça pour dire quoi? C'est qu'il faut absolument faire la démarche d'une façon systématique pour permettre après ça de rentrer dans ces cultures-là, qu'elles soient juste ici au nord-est, qui est dans une zone de confort, qu'elle soit à l'international. Il ne faut pas précipiter les choses, bien connaître les gens. Il y a des cultures avec qui ça prend énormément de temps de s'établir une relation avant même de parler de produits. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, apprendre à se connaître, les familles, connaître les employés, etc., boire beaucoup de vin ou peu importe. Mais avant même de parler du produit. Sinon, c'est une insulte à leur culture. Et nous, les Québécois, on a un petit peu ce réflexe nord-américain. On est un petit peu bold, on rentre, on pense qu'on sait tout. Des fois, on est un petit peu trop cocky. Il faut bien faire les choses. En terminant, parce qu'on pourrait s'en parler longtemps, c'est passionnant. Qu'est-ce qui attend Bonne Structure maintenant? Quelle est la prochaine étape là, dans votre, j'imagine, dans votre plan, là, dans votre plan de match? Nous, Bonne Structure, déjà, on est fiers de dire qu'on a commencé à sortir du Québec il y a seulement 30 mois. Et pour nous, l'exportation, ça a été pan-canadien. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a vraiment un bâtiment, une maison à St. John's, Newfoundland, où on voit littéralement les baleines, et on a une maison à Vancouver, à l'autre bout du pays. Donc, on voit les baleines aussi. Où on voit les baleines aussi. Alors, on est très fiers de dire qu'aujourd'hui, on a des bâtiments résidentiels, multirésidentiel, commercial léger. On fait affaire avec des chaînes très connues parce que notre avantage significatif, c'est qu'on a une rapidité d'assemblage et on crée 0 déchet. Alors, imaginez, quand vous promenez devant des chantiers de construction, qu'ils soient résidentiels ou commerciaux, imaginez, vous n'avez pas ces fameux conteneurs de déchets dans lesquels vous avez mis votre argent durement gagné, mais que vous la mettez à profit dans une structure qui a une pérennité, qui va vous permettre d'avoir un bâtiment que vous allez pouvoir passer à les futures générations, qui sont probablement les vôtres, compte tenu du coût à l'accès à l'immobilier maintenant. On va être obligé de commencer à penser comme les Européens, à léguer notre patrimoine immobilier à nos enfants plutôt que de déménager à tout bout de champ. Donc, je résume, là, c'est aujourd'hui ou hier, c'était Laval, demain, c'est le monde. Demain, c'est le monde. Déjà, c'est le Canada, les États-Unis par la côte ouest, et là, on entreprend par la côte est. Et ensuite, on regarde des partenariats sous forme de joint venture ou de licence sur des pays. On a déposé nos brevets. Ça a coûté énormément de sous pour aller chercher vraiment des brevets dans 42 pays. Et notre intention n'est rien de moins que de changer l'habitation à travers le monde. Et non pas seulement géographiquement, mais dans une réflexion d'éco-responsabilité, à amener les gens à penser que less is more. Peut-être que votre maison vous suffit plus petite, mais avec une volumétrie qui vous permet d'utiliser tous les espaces. Alors, c'est vraiment notre intention et je suis comblé parce que j'ai une équipe très dynamique, très passionnée, très talentueuse. Et j'ai aussi 20 de notre équipe qui sont des immigrants qu'on a accueillis, que ce soit de l'Espagne, de la Serbie, de la France, du Venezuela, qui font partie de notre culture au quotidien, une culture d'innovation, pour vraiment nourrir nos technologies pour aller les offrir et les exporter ailleurs.
On aurait pu continuer longtemps, mais Marc-André Bovet, il va falloir s'arrêter ici. Et merci beaucoup, beaucoup pour cet exposé. C'est moi qui vous remercie, M. Vézina. Allez. Au plaisir de vous en construire.